Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va parler d'un sujet hyper d'actualité depuis quelques mois. L'IA, le recrutement, on va essayer de tirer un portrait robot du recruteur de demain, mais pour commencer, on va d'abord s'attarder sur qu'est-ce qu'un recruteur aujourd'hui. Et pour m'accompagner là pendant à peu près 45 minutes, je reçois Guilain et Étienne. Salut Étienne, Salut Christophe. je te laisse te présenter rapidement. Ouais, avec plaisir. Étienne Agenot, donc moi je suis le directeur général de l'Étincelle RH. L'Étincelle RH, c'est un cabinet de recrutement, de conseil et de formation qui accompagne les entreprises sur tous les enjeux d'attractivité. Top, basé à Nantes. Basé à Nantes et à Angers, mais on intervient sur toute la France, voilà, dans tous les secteurs. Super. Salut Guilain. Salut Christophe, bonjour à tous. Guilain Fouché, consultant chez Smart Recruiter. Donc Smart Recruiter, c'est une entreprise qui fournit ce que certains appelleraient un ATS, ce que nous on veut appeler une suite d'acquisition de talents, puisqu'évidemment on va plus loin que l'ATS. Et donc on accompagne les entreprises un petit peu dans leur transformation du recrutement au sens large. Et on rayonne effectivement sur toute la France aussi, mais sur le monde entier également. Génial. Alors, on va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Le recruteur de 2025, la question déjà, c'est à quoi il ressemble actuellement? Et si on devait faire un portrait robot là en 2025, bah, déjà, quels sont ses outils actuellement? Qu'est-ce qu'il a à disposition aujourd'hui, le recruteur? Étienne, peut-être? Euh, enfin, pour moi, le métier du recruteur, que ce soit 2025 ou que c'était 2024 ou que ce sera 2026, faut juste pas qu'on oublie la mission fondamentale qui est d'avoir la bonne personne au bon endroit au bon moment. Voilà. Donc son job au recruteur, c'est d'avoir les bons candidats pour les bons postes. Et donc pour ça, ça nécessite en effet peut-être plus aujourd'hui des éléments d'anticipation. Enfin, on voit pas mal d'actions marketing, en tout cas qui se développent, qui sont liées à la façon et le rapport au candidat qui peut se faire, à la façon dont le candidat est parfois moins en réponse à des annonces et donc on doit plutôt aller le chercher. Donc soit on a des actions de chasse, soit il faut qu'on le fasse venir à nous par des actions plutôt marketing, de contenu et autres. Et donc en effet, il y a une dimension d'outils qui a pu se développer sur ces deux dimensions, sur comment je vais mieux chasser, mieux approcher mes candidats, comment je vais mieux les identifier, je vais mieux les trouver, et puis comment je les fais plus venir à moi. Euh, Après, pour avoir vécu, moi, 20 ans dans des fonctions RH en entreprise, on a parfois une tendance à penser qu'il y a des outils miracles sur différents sujets. Oui, il y a des nouveaux outils, mais parfois juste des fondamentaux suffisent. Et je vais caricaturer sur la partie sourcing, parce qu'on nous vend plein d'outils, on va le voir avec l'IA, qui vont soi-disant révolutionner notre sourcing. Déjà, si vous êtes un recruteur et que vous maîtrisez bien les booléens, on parle de basique, mais malheureusement, cette base, on le constate, elle est souvent absente dans plein d'organisations. Donc oui, il y a mais on aura l'occasion de détailler, oui, il y a des nouveaux outils qui apparaissent et qui peuvent faciliter les choses, mais attention à ne pas être ultra dépendant d'un outil, déjà, et puis attention à bien maîtriser les bases de votre métier. Donc j'ai envie de dire, moi, le recruteur de 2025, c'est peut-être déjà celui qui maîtrise les bases de son métier. Il sait comment sourcer, il sait comment approcher, il sait comment trouver les bons candidats, il sait comment leur donner envie et les transformer de quelqu'un que vous avez approché à un véritable candidat. Il sait gérer une expérience candidat qui soit la bonne, dans les bons délais, dans la bonne façon. Il sait accompagner, challenger les managers pour avoir un bon processus d'évaluation sur le sujet. Donc, en tout cas, j'ai le sentiment, moi, souvent, quand on parle du recruteur de demain, d'aujourd'hui et autres, qu'à chaque fois, en fait, souvent, on revient sur des basiques, que oui, il y a des outils, on le verra après, qui simplifient ou qui peuvent aider sur le sujet, mais en tout cas, à mon sens, aujourd'hui, c'est déjà les basiques, en fait. Si tu sais pas sourcer, si tu sais pas évaluer, tu auras beau avoir, enfin, voilà, différents outils, le socle du métier est quand même, pour moi, essentiel. Guilain? Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Étienne, je suis quand même assez d'accord, même si évidemment je pense que les outils peuvent complètement aider. Mais ce qui est vrai, je pense que c'est le recruteur d'aujourd'hui, entre guillemets, c'est en fait le même métier que, j'ai envie de dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers, c'est qu'on lui demande de faire plus avec moins. Voilà, je pense qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, en tout cas moi je le vois chez mes prospects, mes clients, qui nous expliquent que les budgets c'est compliqué, que les prix tout augmente et que trouver le candidat ça devient compliqué. Ils souffrent aussi du temps, parce que mine de rien, il y a aussi, alors ça va dépendre évidemment des métiers, etc. Je ne fais pas de généralité, mais il y a des postes où en fait, ils postent l'annonce, une heure après, ils reviennent, ils ont le temps de prendre un café, ils ont 500 candidatures, il va falloir traiter tout ça.
Ou au contraire, comme le disait Étienne, pour certains, ils postent l'annonce et après 2 semaines, ils ont 0 candidature et donc il va falloir qu'ils aillent sourcer. Donc il y a quand même vraiment une charge, je trouve, sur les épaules du recruteur de plus en plus. C'est vrai de tout temps, mais je trouve de plus en plus de dire, mais en fait, comment je fais où est-ce que je mets mon temps parce que ma journée, elle n'a que 24 heures. Si tant est que je bosse pendant 24 heures, mais on a vraiment ce souci de temps et cette transformation du recruteur qui, effectivement, n'est plus juste quelqu'un à qui on donne 10 CV et qui fait son choix dans les 10, mais soit qu'il y en a trop, soit qu'on n'a pas assez. Où je te rejoins pour répondre là-dessus, enfin, pour l'avoir vécu, moi je me souviens de mes équipes recrutement quand j'étais en entreprise. Enfin, elles pouvaient avoir 20, 30, 40, 50 postes à gérer en même temps. Donc on se retrouve avec des gestions de volume où même si on maîtrise les fondamentaux, en fait on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de répondre à tous les candidats parce qu'en fait on a un volume de candidats qui est juste démentiel. Alors c'est pas bien et c'est pas l'idéal. Donc comment on traite ça? Et c'est là où les outils peuvent apporter de la valeur. Et puis on a aussi des recrutements qu'on a voulu dans les organisations très généralistes. Or, c'est comme dans le commerce, celui qui sait sourcer, approcher un prospect, c'est pas le même qui sait closer ou qui sait finaliser la vente. Et dans le recrutement, on a parfois eu tendance à dire, mon recruteur, et c'est à la fois l'expert du sourcing, c'est à la fois l'expert du process évaluatif, c'est à la fois l'expert des enjeux marketing, c'est à la fois le bon expert de la data, et puis il sait processer, il sait accompagner les managers, et donc finalement, on leur donne un champ d'action qui est certes parfois intéressant, mais parfois trop large par rapport à la fois à la gestion de la charge, des moyens disponibles, et puis des domaines d'expertise qu'on a en face. Donc, je pense que l'enjeu, pour moi, le recruteur de 2025, c'est aussi peut-être un recruteur parfois plus spécialisé dans les organisations, sur des domaines du processus, pour être plus en efficience, en tout cas. Tu as anticipé ma prochaine question, qui était de connaître un peu la posture actuelle du recruteur. Est-ce qu'il était plutôt tech? Est-ce qu'il était plutôt marketing? Est-ce qu'il était plutôt relationnel? Donc, tu viens un peu de répondre à ça. Toi, Guilain, t'en penses quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, le recruteur, il est plutôt, c'est plutôt un commercial, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le relationnel, quelqu'un qui est orienté tech, qui est plutôt quelqu'un proche de la com et du marketing? Pour moi, il y a un peu tout. Alors déjà, quand il est, pardon, je vais être un peu choquant exprès, quand il est respecté, déjà pour moi, il y a un premier niveau, c'est le recruteur. Parfois, il est un peu vu comme une fonction support dans certaines entreprises, alors que pour moi, c'est clairement la clé. Enfin, c'est si tu recrutes la bonne personne, elle va performer à son poste, elle va faire des résultats et elle va faire le succès de l'entreprise. Donc déjà, il y a cette première question, c'est avant qu'il soit marketing, tech, etc., est-ce qu'il est considéré comme un pilier de succès de l'entreprise? Ça, pour moi, c'est clé et on verra que, à mon sens, avec l'IA, on va pouvoir aussi aider les recruteurs à se positionner et à se montrer. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et ensuite, derrière, effectivement, pour moi, je suis assez d'accord avec Étienne. Alors, encore une fois, derrière, la taille de l'organisation fait que parfois tout repose sur les épaules d'une seule personne. Mais d'une certaine manière, les recruteurs, ils cherchent des moutons à 5 pattes. Et in fine, on leur demande aussi d'être des moutons à 5 pattes. On leur demande de savoir faire du marketing pour être vendeur et que les candidats arrivent comme ça par magie parce qu'ils ont tellement fait de buzz sur LinkedIn, à la télé ou je sais pas quoi, qu'on a une belle vision de l'entreprise. Et puis, on leur demande de comprendre tous les métiers. Donc, en fait, si tu es une entreprise très tech, ok, mais si tu es une entreprise très large, tu cherches à la fois des non-cadres, des cadres, tu cherches à la fois des techs, du marketing. Tu dois comprendre finalement que quand tu vas chercher le candidat, tu as besoin de savoir et donc comprendre tous les enjeux de l'entreprise. Tu as vraiment beaucoup de casquettes finalement à porter. D'où effectivement, je suis assez d'accord avec Étienne, est-ce qu'il ne faut pas segmenter des gens qui sont forts dans le sourcing, comme on fait en vente, effectivement, des gens qui sont forts pour aller chercher les candidats, des gens qui sont forts pour gérer bien le process. Mais derrière, ça demande de l'organisation et peut-être effectivement que l'IA peut aider à gagner du temps. J'avance sur la suite. Ouais. Pour permettre à chacun d'avoir son rôle. Qu'est-ce qui va freiner aujourd'hui principalement les recruteurs selon vous? Enfin, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est un manque de moyens? Alors, de moyens humains, de moyens en outils. Est-ce que c'est un manque de data, de visibilité? C'est quoi les principaux freins aujourd'hui que tu rencontres, toi, Étienne, quand tu vas sur le terrain? Mais en fait, il y a plusieurs freins. Il y a un premier frein qui peut être en effet un frein organisationnel. C'est-à-dire que est-ce que mon équipe recrutement, elle est juste bien dimensionnée? Je demande à mon recruteur, j'ai 2 recruteurs qui doivent gérer 200 postes, caricature, on a un plan de... forcément, il va y avoir un souci dans la raquette. Est-ce qu'ils ont la capacité à externaliser ou pas externaliser pour avoir du support?
j'ai un deuxième point d'enjeu. Donc, pour moi, il y a un premier frein qui est un frein organisationnel en termes de budget et en termes d'outils, de moyens mis à disposition. Qu'est-ce que j'ai pour simplifier mon travail? Qu'est-ce que j'ai comme outil pour traiter mes candidatures et pouvoir y répondre? Est-ce que j'ai des outils qui m'aident aussi dans mon processus évaluatif? Donc, il y a un premier frein d'enjeu sur le sujet. Deuxième frein, qui, je trouve, ce qui prend beaucoup de temps, mais que ce soit en cabinet ou en entreprise, c'est la dimension, on va dire, coaching et relationnel. Je dois coacher mes candidats, je dois coacher mes managers. Je dois coacher mes candidats parce qu'ils ont des questionnements, ils ont des doutes, ils ont des interrogations. Donc, je dois apporter de la réassurance tout en étant sincère et transparent. Il ne s'agit pas de survendre mon poste s'il y a des doutes derrière, parce que derrière, ça ne marchera pas. Donc, je dois coacher mes candidats, je dois... on voit, tu vois, hier, on a eu une refus de propale chez un client. On essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que dans le coaching du candidat, on n'a pas vu, on aurait pu voir. Potentiellement, on avait vu, mais en fait, il y avait ce risque qui existe. Mais en fait, je dois coacher ça parce que derrière, il y a un risque parfois d'épuisement des équipes, de recommencer. Tout. Et puis, il y a un coaching côté manager. Tu vois, on a un client qui nous demande de l'accompagner et de former ses managers. Et en fait, quand tu creuses le besoin, un des points, c'est de dire, on a besoin que nos managers arrivent à décider quand ils sortent de l'entretien. Ce candidat-là, c'est oui ou c'est non. C'est pas le peut-être. Ah, je sais pas trop. Ah, mais je vais en voir d'autres. Non, mais ok, tu vas en voir d'autres. Mais lui, il convient à ton besoin, il convient pas, il est dans le cahier des charges, il l'est pas. Déjà, comment tu arrives à te positionner? Et on voit, et nous on le voit à côté cabinet, on a une espèce de latence en ce moment, liée aussi au contexte économique, dans les prises de décision. Et donc tout ça, ça demande du temps et de l'énergie. C'est-à-dire que si j'ai un volume de charge qui est trop important, en fait, j'ai pas le temps de bien coacher mes candidats, j'ai pas le temps de bien coacher mes managers, et donc j'ai un risque que mon process prenne du temps, le délai, le manager va prendre son temps, donc on va rajouter des semaines dans le processus, derrière je vais perdre mes candidats, et donc je pense que en tout cas les deux freins principaux que j'identifie aujourd'hui, enfin il y a trois freins, les deux freins, il y a un aspect organisationnel, moyen, humain, outil. Il y a un sujet sur les freins, en tout cas en termes de temps disponible dans le coaching et l'accompagnement. Et puis le troisième frein, qui est en fonction des métiers dans lesquels tu es, c'est la notion potentiellement de pénurie de candidats ou de difficulté d'approche, parce que globalement, dans tous les secteurs, même ceux qui ont peu de candidats, on arrive à les en trouver. Mais par contre, ça demande plus de temps, plus d'expertise en sourcing. Et on voit, et moi je l'ai vécu quand j'étais en entreprise, le sourcing, c'est le parent pauvre dans les métiers en entreprise. Parce que c'était souvent vu comme la tâche la plus ingrate. Ouais. Non, moi, je ne veux pas faire du sourcing, moi, je veux faire de l'entretien. Moi, je veux faire de l'accompagnement des managers. Et donc, l'expertise sourcing, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Ouais. Alors, Guilain, avant que tu répondes, je vais vous demander en commentaire de nous dire un peu ce qui, selon vous, quels sont les freins aujourd'hui, selon vous, les limites un peu du métier de recruteur, parce que j'imagine qu'il y a des recruteurs là qui sont là ce matin. Quels sont vos points de blocage actuels? Guilain, toi, au niveau de tes clients, j'imagine que de toute façon, un client, quand il vient vous voir, c'est forcément qu'il cherche à optimiser quelque chose. Donc, c'est quoi les... Est-ce que c'est un manque de visibilité par rapport à leurs KPIs? Est-ce que c'est un problème de sourcing, d'expérience candidat? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? C'est ce que j'allais dire, c'est que tous les points qu'Étienne a mentionnés, évidemment, ils reviennent. Mais souvent, ils reviennent un peu, ils sont sortis du chapeau. Et souvent, le vrai souci, pour moi, le souci qui englobe tout ça, c'est la donnée. C'est de se dire, en fait, oui, notre process est trop long. D'accord, votre process est trop long, mais en général, quand les gens, moi, il y a plein de prospects qui viennent me voir et qui me disent, est-ce qu'avec Smart Recruiter, je vais pouvoir faire plus court? Évidemment, je pourrais faire l'arracheur dedans et dire oui, bien sûr. Non, en général, je leur retourne la question. Je leur dis, mais qu'est-ce qui bloque dans votre process? Qu'est-ce qui est long? Est-ce que c'est le sourcing? Est-ce que c'est l'entretien? Est-ce que c'est l'étape d'offre? Et en fait, alors s'il y en a certains, évidemment, qui savent, mais il y en a d'autres, ils n'ont pas ces informations. Et aujourd'hui, cette donnée, elle est clé parce que, évidemment, on est dans un monde qui est quand même un peu capitaliste et géré par l'argent. Donc, il faut mettre, en fait, des métriques, en fait, en face. Et donc, quand tu arrives et que tu dis à ton DRH ou à ton CFO, il me faut absolument un nouvel ATS, il va te dire, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que ça va nous apporter, etc. Et quand tu es capable d'avoir des métriques et de dire, en fait, dans mon process, c'est pas mon process qui est trop long, c'est mon sourcing, ou c'est on a trop d'entretiens, ou c'est, je voyais dans les commentaires quelqu'un qui disait, si on a plus de 3-4 jours pour répondre aux candidats, c'est trop tard. Effectivement, est-ce que tu es capable de tracer ça? Et est-ce que tu es capable de le tracer sous différents axes? Parce que évidemment, si tu es une entreprise de la tech, par exemple, j'imagine que tes ingénieurs, tu es très focus dessus.
Donc, toutes tes autres fonctions, ta fonction finance, etc., est-ce que tu es capable d'aller regarder, de faire un filtre sur un département, une région, etc., et de dire, bah, en fait, dans cette région-là, je prends l'exemple du sourcing, parce que tout le monde me dit, ah, le sourcing, ça me coûte trop cher, les job boards, c'est trop cher. Alors, je Ouais, cite personne, je ne vise personne, mais de fait, en fait, c'est pas de dire tel job board est bon ou pas bon, c'est de faire un ratio performance en disant sur cette région, tel job board m'a apporté tant de candidatures, sur tant, j'en ai embauché tant, quelle est ma performance, quel est le coût, et donc le coût par embauche. Et donc tout ça, quand tu n'arrives pas à mettre des chiffres, bah, finalement, tu peux aller dire bah, j'ai besoin de ressources, j'ai besoin d'outils, j'ai besoin de tout ça. Finalement, tu n'as pas de réponse, et en fait, on est dans le cercle et on revient sur ah, je manque de temps, je manque d'outils, etc. Donc pour moi, le frein premier, c'est la donnée. C'est à partir du moment où tu es capable de dire voilà ce que ça me coûte d'avoir le mauvais outil, voilà ce que ça me coûte de ne pas avoir le bon nombre de personnes. Derrière, si tu es capable de dire bah, de ne pas avoir une personne en plus, ça me coûte 8 salaires, bah, finalement, le calcul est vite fait de prendre une personne en plus, quoi. ouais. Bon, il y a quelques commentaires, effectivement, hein, Karen nous disait manque d'outils, Elisabeth disait le sourcing en termes de qualité est la clé. Stéphanie qui répondait à Étienne, hein, en disant certains managers voudront impérativement voir plusieurs candidats, même si le premier rencontré est le bon. Ouais, après, on a ce côté aussi humain qui est des fois des mauvais réflexes, de se dire on continue alors qu'on a trouvé la bonne personne. Bon, je vais pas prendre tous les commentaires. Manque d'alignement RH versus business, comme discuté dans Destination RH. Ah, je vois qu'il y a des gens qui suivent de très près ce qu'on fait chez My RH Line. Jean-Luc nous dit, premier frein en tant que cabinet, manque de fluidité. Il faut relancer très souvent pour avoir un retour sur la candidature proposée. Il arrive souvent aussi que le candidat retenu parte ailleurs en raison d'un process admin trop long pour finaliser la proposition d'embauche et le contrat. Effectivement, ça rejoint ce que vous disiez tous les deux, hein, sur la capacité du recruteur et des managers à réagir dans le bon timing pour pas laisser le candidat en attente. Process et prise de décision longue. L'intention d'ouvrir à des candidats ayant un bon savoir-être, un potentiel, mais au final, la sélection reste sur toutes les cases à cocher. OK. Et l'attractivité est un plus, mais il faut également tenir compte des candidats qui, en grande majorité, finalement, le lisent par les annonces et postulent pour postuler. Bon, en gros, il faut faire le tri, il faut prendre son temps et en même temps, il faut être hyper réactif. Mais tu vois, je réagis sur le dernier point. On a parfois, en effet, dans l'entreprise, on se retrouve avec des volumes de candidatures ultra importants. Ouais. Mais on a aussi des vieux réflexes côté recruteur, c'est de dire, à partir du moment où mon annonce, elle commence à atteindre 50, 60, 100 CV, j'ai le droit de la désactiver Ouais. pour déjà aller trier. Or, souvent, on dit, mais non, je la maintiens parce que bon, peut-être que ma perle et le candidat que je veux, il va arriver après. Et donc, finalement, on crée la situation où on veut avoir 200 candidats. Parce qu'on se crée un sentiment de choix, on se crée... et après on se dit, bah oui, on a trop de candidatures, il y en a plein qui sont pas adaptés. Oui, parce qu'il arrive parfois que des gens postulent, en effet, sans être adaptés. Mais déjà, peut-être qu'il faut vous dire, mon premier réflexe, c'est de dire, bah, déjà, quand j'ai 50, 100 CV, je vais déjà aller trier ceux-là, je vais déjà les regarder. Dans ce lot-là, j'ai forcément des candidats qui sont intéressants à creuser. Et si derrière, en fait, ils ne le sont pas, bah, en effet, je peux réouvrir mon annonce, mais aussi, je peux me questionner sur mon annonce. Parce que mon annonce, elle a deux enjeux. Mon annonce, elle sert à attirer et elle sert à filtrer. Et donc, soit mon annonce, elle est trop large et elle ne filtre pas assez, soit elle est trop parfois restrictive, ce qui n'empêche qu'il y aura toujours des candidats qui postuleront, même s'ils ne sont pas dans le profil. Mais néanmoins, la question du fort volume, moi, elle questionne sur, OK, dans ton process, à quel moment tu stoppes ton annonce, à quel moment tu as les bons métriques qui te permettent aussi de t'assurer de la cohérence, de voir où sont d'où viennent tes bons candidats par rapport à tes besoins, et puis peut-être de retravailler ton annonce pour la rendre plus efficiente et répondre à ces deux enjeux, attirer et filtrer. Ouais. Moi, je suis parfaitement d'accord parce que sur le dernier recrutement qu'on a fait pour nous chez MyRH Line, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, alors forcément, c'est les profils market.com, donc là, on va pas se mentir, hein, il n'y a pas de problème de sourcing. En 3 jours sur LinkedIn, on a eu, je crois, 250 candidatures. Ouais, donc tu as stoppé l'annonce. Bah oui, parce que c'est moi qui les gère. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse si je me retrouve avec 500 candidatures? C'est mort. Donc, j'ai stoppé l'annonce, effectivement, et je me suis dit, ça suffit, et ça a suffi en réalité. Ça a parfaitement suffi. Et je rejoins ce que tu dis, hein, il y a peut-être des recruteurs qui se disent, ah, il faut qu'on ait le max de CV possible, mais au final, tu peux plus les traiter.
Ouais, puis il y a même une solution intermédiaire, entre guillemets, qui est, pardon de revenir sur la technologie, mais ne serait-ce que des questions de présélection aussi. Ouais. Nous, on a beaucoup de clients, effectivement, qui ont changé d'outil et qui maintenant ont un très bon référencement et se sont dit, OK, il faut que je mette des questions de présélection. Encore une fois, il y a des candidats qui vont répondre aux questions de présélection de manière à passer, c'est sûr. Mais déjà, ça peut permettre de faire un premier tri. Je pense dans le retail, t'en as plein qui posent une question, est-ce que vous êtes capable de bosser le week-end? T'en as qui vont dire non. Et au moins, ça permet tout de suite on est même avant les compétences, avant quoi que ce soit. On est sur une clé d'entrée qui fait que, en fait, moi, je cherche quelqu'un pour faire mes ventes le samedi et le dimanche. Fin de l'histoire, si la personne ne peut pas bosser le week-end, au moins, ça me permet. Et donc, derrière, tu peux tout de suite avoir, même si tu as 500 candidatures, tu sais qu'il y en a 200 déjà qui ne rentrent pas dans ton besoin initial et ton brief de départ. Ouais. Ouais, Stéphanie qui nous dit ce sont parfois les managers qui n'acceptent pas la suspension de diffusion d'annonces. C'est marrant comme réaction. Ouais, mais j'entends pour l'avoir vécu moi en entreprise. On a parfois des managers qui s'immiscent très fortement dans le processus avec une pression interne qui est très forte. Et donc ça suppose la capacité en tout cas à poser un cadrage dès le démarrage. Ça suppose avoir le soutien de son responsable recrutement, de son DRH, qui est là aussi pour soutenir les équipes recrutement dans ce qui est cohérent sur le sujet. Moi, je me souviens, j'avais même une manager, on avait un ATS, mais j'avais une manager qui voulait qu'on lui fasse un fichier Excel de tous les candidats qu'on rencontrait et qu'on appelait pour savoir où ils en étaient parce qu'elle avait trop de mails, trop de sujets et autres. À un moment donné, no way, en fait, tu as un accès ATS, tu as un accès outils. Sauf que dans ce cas-là, tu rentres dans des situations de confrontation interne qui sont pas agréables, qui sont pas, qui mettent les équipes en tension. Donc, en effet, soit t'as pas de difficulté, en tout cas, à monter au créneau et à venir. Enfin voilà, mais c'est une posture qui est pas toujours agréable et qu'on n'aime pas tous faire là-dessus. Et donc en fait, l'enjeu pour moi sur la question, c'est de dire ok, mais c'est-à-dire que tes managers, ils ont peut-être pas conscience de différents éléments. Comment je les forme? Comment je les sensibilise? Comment je leur fais prendre conscience du sujet? Comment je leur explique? Donc pour moi là, c'est un enjeu de pédagogie, c'est un enjeu de sensibilisation et c'est un enjeu de formation pour dire à ton manager, en effet, l'annonce elle est suspendue, mais j'ai 200 candidats à traiter. Je vais sous 2 jours, je reviens vers toi avec des premiers échanges. On va rebalayer ensemble. Est-ce que c'est dans la ligne de ce que tu cherches, pas ce que tu cherches? Si on est en décalage, ok, je réouvre l'annonce. Si on ne l'est pas, laisse-moi avancer. Et donc, en fait, c'est comment je l'embarque et comment je fais de la pédagogie sur le sujet. Parce que si je lui dis juste, non, mais j'ai suspendu l'annonce et maintenant laisse-moi 15 jours, je reviens vers toi, forcément, il est en stress parce qu'il a son besoin opérationnel. Donc, il y a un enjeu vraiment de pédagogie là-dessus. Mais oui, il y a des managers qui veulent voir 5 candidats, qui veulent que l'annonce soit en ligne tant qu'ils n'ont pas fait leur choix final. Il faut leur expliquer et il faut les accompagner là-dessus. Et être clair dès le début aussi dans la gestion. Enfin, pour moi, c'est une vraie gestion du changement. Ce tandem recruteur-manager, on en parle depuis longtemps. Mais c'est en fait, quand tu leur dis ça, à partir du moment où il y a déjà des candidatures, le besoin, il est, comme tu disais, Étienne, est déjà en stress, le manager, c'est trop tard. En fait, il faut dès le début, au moment du fameux brief de poste, en lui disant, écoute, voilà, mon métier, c'est de recruter. En fait, quand je vais avoir 200 candidatures, si j'en ai plus, je ne saurais pas les traiter. Et donc, je vais t'envoyer des choses que j'aurais regardé en 2 secondes le CV et je vais te l'envoyer. Moi, mon métier, c'est de t'envoyer les bonnes candidatures. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais arrêter après 2 jours. Je vais faire une première review. Je vais t'envoyer ce que je pense et je relancerai si besoin. Est-ce qu'on est d'accord? Et déjà commencer par le mettre dans le mindset du manager dès le début pour qu'il n'y ait pas de surprise au fil de l'eau, comme on fait avec le candidat en lui expliquant voilà quelles vont être les étapes. On fait pareil avec le finalement. Alors, oui, pas mal de réactions. Il y en a une qui est intéressante qui dit vous abordez un sujet fondamental de considération du rôle du recruteur, souvent perçu comme une petite main au service des grands managers. Et finalement, oui, là, on touche vraiment à la posture du recruteur. Et comme disait Étienne, c'est aussi au recruteur de savoir expliquer la démarche, de l'argumenter. Et ça rejoint ce que disait Guilain tout à l'heure, par ailleurs, qui était que sans KPI, sans data, le recruteur est un peu à poil pour aller argumenter sur certains points auprès des managers. Donc, Ouais, tout s'imbrique. Hein. mais Mais il faut pas qu'on oublie, parce qu'en effet, le manager, il y a parfois des managers qui sont sous tension, qui nous prennent pour leur petite main et tout. Mais il faut pas obliger que le manager, il est aussi parfois dans une situation de tension et de pression. Il a un mec qui part dans son équipe, qui a une vraie expertise. Dans 2 mois, il est plus là. Il est sur des projets stratégiques pour la boîte ou sur des sujets très sensibles ou très politiques ou juste essentiels pour la continuité du service.
Ou juste Euh, s'il va pas atteindre ses objectifs, s'il n'a pas quelqu'un qui Mais arrive. et en fait, il est parfois juste en stress et en fait, il a Bah oui. juste besoin de sentir. Et en fait, c'est là où la pédagogie, moi, tu vois, en cabinet, c'est ce qu'on dit à nos équipes. Parfois, on fait des points hebdo avec nos clients. Tiens, faut les tenir informés d'où on en est. Et en fait, parfois même, si dans la semaine, il s'est rien passé de spécifique parce que les candidats qu'on a approchés ne sont pas les bons, Ouais. juste de savoir, moi, manager, que tu as bien bossé pour moi sur le sujet, que tu es bien conscient, que tu travailles dessus, que tu creuses des pistes de solutions, que tu as des axes de travail, en fait, ça m'apporte juste la réassurance. En fait, c'est la relation de confiance. Donc oui, ça nécessite de la pédagogie. Oui, ça nécessite de former les managers. Parce qu'on parlait, en effet, certains mettaient manager recruteur, certains parlent du hiring manager. Moi, j'aime pas ce Mhm. terme parce que le manager, par nature, il est recruteur. Un manager, il recrute pour son équipe. Ça fait partie du job de manager. Donc si je le forme pas, si je l'accompagne pas, si je l'épaule pas sur le sujet, ben forcément, je vais créer des tensions. Et derrière, ça va se répercuter sur moi, recruteur, qui va subir la pression d'un manager qui comprend pas comment ça fonctionne parce qu'il recrute une fois tous les 2 ans parce que son équipe tourne bien et donc forcément il n'est pas sensibilisé au sujet. Ouais. Alors, on va quand même passer, on a fait un peu le topo aujourd'hui de ce qu'est le manager. On n'a pas du tout parlé d'IA, hein, ce qui est quand même assez incroyable aujourd'hui en 2025 d'arriver à faire 25 minutes sur le recrutement sans même dire le mot IA. Mais on va quand même rentrer, passer un petit peu à ce sujet et se demander si l'IA va finalement permettre de corriger un peu toutes ces failles, d'améliorer le process. Donc l'idée en fait c'est on a vu hein, l'utilisation de l'IA en recrutement hein, dans la fonction RH. C'est le premier domaine qui a été impacté et testé, on va dire, par l'IA pour de la rédaction d'annonces, pour des actions de marketing, pour faire du sourcing, du tri. Donc on va peut-être dérouler comme ça un pas à pas de ce que vous en pensez. Est-ce que l'IA a un intérêt, est un accélérateur pour la question de la rédaction d'annonces? Qui répond là-dessus? Écoute, Je démarrer. je veux bien y aller. Oui, évidemment que c'est un accélérateur pour la rédaction d'annonces. Après, c'est comme tout, et je pense que tout le monde a commencé à voir que l'IA, il fallait s'y former, que c'était pas quelque chose comme ça que tu mets dans les mains de n'importe qui, parce que finalement, ça peut amplifier des biais, ça peut amplifier des choses. Et si aujourd'hui, tu dis à l'IA, génère-moi une annonce pour patron de MyRHline, tu vas avoir quelque chose d'assez basique. Si Pourquoi par tu vas me virer? Je sais pas, si un jour tu as envie de partir au soleil dans les îles et que tu cherches un remplaçant, et que si tu vas taper ça sur l'IA, en fait, tu vas avoir quelque chose d'assez déceptif parce que tu lui as donné très peu d'informations. En revanche, je suis persuadé que même avant même le brief de l'annonce, il y a le brief avec le manager, Ouais. l'échange avec le manager. Et c'est vrai qu'en tant que recruteur, tu ne peux pas connaître tous les métiers de ton entreprise. C'est pas possible. Donc, quand le manager va te dire, bah, moi, je cherche un développeur .NET ou quelle que soit la compétence derrière, ne serait-ce que d'aller via l'IA et dire, c'est quoi, en fait, un recruteur .NET? Qu'est-ce que ça fait, etc. Poser des questions. Quel est le profil qu'on recherche? Est-ce que c'est une techno qui est très récente? Est-ce que c'est une techno qui est très ancienne? Poser plein de questions va déjà te permettre, toi, recruteur, de comprendre la chose avant même d'aller faire le brief avec le manager. Et derrière, effectivement, de rédiger ton annonce. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire que l'IA va aider à améliorer ton annonce parce que le fond, sinon, l'IA, elle va se baser sur ce qu'elle trouve sur Internet et donc elle va te faire un mix globalement de tout ce qu'elle a trouvé, bien ou pas, ça, c'est pas toi qui le décide. Alors que si tu lui dis, bah voilà, en fait, la structure, et maintenant, j'aimerais que tu me la rendes plus à destination d'une certaine génération, à destination, je sais pas, dans notre entreprise, on recrute 80% d'hommes. Est-ce que demander à l'IA, est-ce que mon annonce est inclusive? Est-ce que peut-être il y a des termes que je pourrais changer? C'est plein de choses qui sont pour moi plus que de la rédaction, mais de l'enrichissement et de la mise en forme, on va dire. Ok, Étienne, est-ce que l'IA est meilleure que nous pour rédiger des annonces d'offres d'emploi? Non, enfin en tout cas c'est ma vision. Par contre où je rejoins ce qu'il vient de dire, c'est qu'en fait pour moi c'est pas un outil de rédaction, mais ça peut être un outil d'analyse et justement d'enrichissement. Nous tu vois on s'est posé la question au sein du cabinet, on a décortiqué tout le process de recrutement et on s'est dit à chacune des étapes qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, qu'est-ce qu'on a envie de faire éthiquement aussi, parce que parfois on peut faire mais parfois on n'a pas envie, et où est-ce qu'on estime que c'est pas nécessaire. Sur l'annonce, parce qu'on a une touche rédactionnelle nous très spécifique à l'étincelle RH, l'équipe mais c'est d'elle-même à poser le principe que un premier draft d'annonce n'est jamais réalisé avec l'IA
parce qu'on souhaite garder notre touche rédactionnelle. Par contre, que l'IA nous permette de venir challenger, de venir questionner. On a fait un prompt inversé, c'est-à-dire qu'on a posé des critères et on demande à l'IA de nous analyser notre annonce sur la base de ces critères-là. Comme le fait de l'analyser sur les éléments de diversité et d'inclusion que tu évoques, il y a des outils qui se développent sur le sujet. Donc je pense qu'elle a un réel intérêt par rapport à ça. Je pense qu'elle peut avoir un intérêt en effet plutôt dans la phase d'avant qui est le brief. Je suis jeune recruteur, je suis sur des nouveaux métiers que je connais pas, je dois préparer mon rendez-vous avec le manager. Ben, l'IA peut m'aider à structurer mon brief, peut m'aider à identifier quels sont les acteurs du marché, les bons leviers, c'est quoi les éléments de compréhension du métier. Donc ça va m'aider dans cette phase de compréhension. Enfin, pour moi, c'est un outil qui va plutôt m'aider dans ma réflexion et qui est plutôt un outil qui vient m'apporter de la valeur que finalement faire une partie du job à ma place. Mais dans la rédaction, en tout cas, on le voit bien sur LinkedIn. Tous les posts rédigés avec l'IA sur LinkedIn, et ça m'arrive moi de l'utiliser parfois, tu sais que bon, tu vois des endroits, tu commences à comprendre, tu vois les choses qui se reprennent en permanence. L'IA sur les posts LinkedIn, elle parle pas de salariat, elle parle de talent à chaque fois. Quand tu as le terme talent qui commence à apparaître 3-4 fois dans un post, tu dis bon, il y a l'IA qui est un peu derrière. Tu vois qu'il y a des vieilles habitudes sur des sujets. Donc, et pour moi sur l'annonce, c'est pareil, c'est que le risque, c'est que on puisse perdre un peu de nature. Alors après, ça va dépendre. On voit qu'il y a des évolutions rapides sur le sujet. Donc, ce que je dis aujourd'hui sera peut-être pas le cas demain. Peut-être que l'IA arrivera à reprendre le ton parfait de nos annonces étincelles. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on estime que dans la rédaction première d'une annonce, on n'a pas trouvé aujourd'hui la valeur qu'on souhaitait dans l'IA. Par contre, dans le questionnement au préalable et dans la façon de venir enrichir, questionner une annonce, de dire, ben là, tu as des synonymes, là, tu as des redondances, là, c'est pas très clair, là, ça oriente peut-être sur quelques biais ou un manque de diversité. Donc, de venir questionner, en tout cas, l'IA, elle est intéressante en analyse sémantique. Hein. Je veux dire, l'IA, c'est la donnée statistique et du texte. Donc, sur la rédaction d'annonce, moi, je dirais, si vous l'utilisez, essayez en tout cas de faire potentiellement votre premier draft vous-même, Ouais. parce que vous avez une façon de vous exprimer qui est la vôtre. Vous avez un ADN propre de votre entreprise et donc qui est important de conserver. L'IA va peut-être le reproduire à des endroits, mais de manière différente. Par contre, qu'elle puisse venir questionner ou échanger, là, en effet, ça peut apporter de la valeur. Ok. Guilain, t'en penses quoi, toi? Si on passe maintenant à la partie sourcing, tri des CV, est-ce que l'IA a une valeur à ce niveau-là? Moi, je pense qu'elle a une valeur. Je pense que c'est pas forcément la valeur auquel on pense en premier. Et je pense qu'on a tous vu des posts sur LinkedIn de candidats qui disaient l'outil m'a rejeté automatiquement, ils mettent de l'IA, etc. Je pense que oui, on peut, dans des entreprises peu regardantes et peu éthiques, dire on fait de l'IA, on fait le matching et tous ceux qui matchent à plus de 80%, ils passent à l'étape suivante. C'est possible de faire ça techniquement, je veux dire. Moi, je pense que là où les recruteurs vont se différencier, c'est d'utiliser l'IA pour scanner ce qu'il y a dans le CV, par exemple. Alors, je te parle de CV où il y a de la donnée. Hein. Je ne parle pas de gens qui sortent d'études, par exemple, et qui ont pas forcément énormément dans leur CV. Mais de se dire, en fait, effectivement, dire à l'IA, dis-moi ce qui manque dans ce CV pour ce poste. Et dis-moi, en fait, finalement, ce que je dois creuser pendant l'entretien, ce que moi, humain, finalement, je vais apporter. Et là où je vais aller creuser, parce que pour moi, tu vois, il y avait l'étude d'Harvard qui avait montré que les femmes se mettaient moins en valeur que les hommes à compétences égales. Donc, ça peut se retrouver dans un CV. Alors, femme, homme, entre toutes personnes de manière générale, à compétences égales, t'en as un qui, dans son CV, va mettre des lignes et des lignes, comme quoi ce qu'il a fait, c'était incroyable, et l'autre va juste mettre une ligne en disant j'ai fait ça. Et finalement, ils ont fait la même chose. Et donc, oui, t'en as un qui va montrer une compétence de faire savoir, mais sur toutes les autres compétences, elles ne vont pas forcément être écrites dans le CV. Donc oui, l'IA va pouvoir générer des choses, etc. Mais derrière, ça va vraiment, pour moi, ça doit aider le recruteur à se dire, OK, tiens, ça, c'est les points qu'il faut que je creuse, que j'analyse pour que je comprenne ce qui a été fait ici et comment ça a été fait. Donc je pense qu'il y a vraiment plus que de la sélection qui peut être faite, vraiment une aide pour guider l'entretien et conduire le recruteur à conduire l'entretien, en plus évidemment de sa grille d'évaluation qu'il aurait construit en amont. Il y a une question de Clémence qui dit est-ce que ça respecte la RGPD de mettre les infos d'un CV dans une IA?
Alors, RGPD, c'est vraiment sur la conservation des données. Après, aujourd'hui, il y a l'IA Act qui arrive. Je ne vais pas commencer à rentrer dedans parce que, je vais atteindre ma limite en termes de compétences légales. Et deux, l'IA Act, et encore, il n'y a pas encore de règles précises. C'est un peu comme la RGPD au début. Mais oui, clairement, il va y avoir des règles. Il y a un cadre qui est en train d'être mis en place et il va falloir le respecter. Et effectivement, nous, en tout cas chez Smart Recruiter, c'est comme ça qu'on a commencé la mise en place de l'IA, c'est que cette mise en place, elle n'a pas commencé chez nos équipes techniques, elle a commencé chez nos équipes compliance qui nous ont dit, voilà le cadre dans lequel vous avez le droit de jouer. Mais oui, il y a des vrais sujets de compliance et de conformité autour de l'IA, évidemment. Sachant qu'il y a 2 points dans la question qui est posée, c'est utilisation de l'IA dans un ATS. Quand là, il postule chez vous, il valide des conditions générales, il a les informations RGPD qui vont bien. Allez prendre un CV qui est la question et le mettre dans ChatGPT. Là, on est hors cadre parce que en effet, vous ne savez pas comment la donnée va être exploitée et traitée derrière. Vous ne la maîtrisez pas. Et l'obligation d'information du candidat. Et je rajoute, il y a, on en parlait en préalable tout à l'heure avec Ghislain, mais il y a une décision de la Commission de justice européenne du 27 février, je vous mets le numéro de l'affaire dans le chat là-dessus, qui vient de renforcer l'obligation de transparence sur le processus décisionnel. C'est-à-dire que si votre outil, ou vous utilisez de l'IA pour trier vos CV, pour les scorer, vous avez l'obligation d'être en capacité d'expliquer à un candidat comment la décision a été prise. C'est-à-dire sur quoi l'IA est venue filtrer, sur quels critères, sur quelle base. Si vous ne savez pas expliquer comment fonctionne votre système de prise de décision qui fait que le CV a été écarté de manière automatique, ben vous n'êtes pas dans le cadre. On a une obligation d'explication. Tout candidat doit être en capacité, si vous demande pourquoi vous l'avez écarté, vous ne pouvez pas lui dire notre système d'IA vous a écarté au premier filtre sans savoir l'expliquer. Ok, mais sur quoi? C'est-à-dire que votre IA analyse quels mots-clés, quels sont les mots qui ont été pris en compte, quels sont les critères qui ont été pris en compte dans votre outil. Ça, c'est une vraie évolution. La décision, elle n'est pas sur une affaire de recrutement, mais c'est la même chose, que ce soit dans du scoring d'assurance, de autres. On doit être en capacité d'expliquer d'où vient la décision et comment elle a été prise. Donc ça, c'est un point important parce que... C'est ce qui reprend, de toute façon, ça a été jugé parce que c'est les fondamentaux de l'IA Act, en fait. Oui, c'est ça. C'est là-dessus que les entreprises vont être attendues demain. Tout à fait, mais c'est la première décision, en tout cas à mon sens, qui vient confirmer le fait que cette transparence, elle est essentielle et qu'on doit être en capacité d'expliquer. Ouais. Bon, ok, on a vu rédaction d'annonce, peut mieux faire. Même si moi je mettrais un bémol à ce que vous avez dit, je pense que d'ici très très peu de temps, l'IA sera capable de le faire. On le voit déjà aujourd'hui dans le rédactionnel. Et moi, il y a des posts ou des choses que je vois passer qui sont entièrement faites sous IA et vous ne le détecterez pas. Parce que c'est comme tout, plus l'IA va être entraînée à vos modèles, moins vous allez vous rendre compte que c'est fait par l'IA. Sur la partie marketing, sourcing, est-ce que l'IA apporte quelque chose en termes d'un point de vue stratégique? Est-ce que c'est intéressant de demander à une IA aujourd'hui? Je ne sais pas, j'ai un métier très complexe à recruter, un poste dans la métallurgie, dans le bassin d'emploi j'en sais rien, de Lorient par exemple. On va aller chercher des trucs bien chiants. Où c'est plus complexe avec un tout petit vivier. Est-ce que l'IA peut nous aider là-dessus, Guilain? Est-ce que tu as des clients qui l'utilisent en se disant comment je vais faire pour sourcer? Est-ce que on peut utiliser l'IA pour ça? Oui, on peut utiliser l'IA pour tout. Après, tu vas dire à l'IA, je veux un profil dans le bassin de l'Orient, dans la métallurgie, etc. Trouve-moi le profil. Non. Trouve-moi le profil, c'est aide-moi à trouver le profil. Voilà, aide-moi à trouver le profil. Et je pense que là, oui, parce qu'en fait, encore une fois, tout va dépendre de ton niveau de connaissance de ce bassin d'emploi. C'est toujours pareil, c'est que si ton niveau de connaissance de ce bassin d'emploi il est proche de 0, évidemment que l'IA va t'aider, va te dire effectivement c'est un bassin, il y a tel et tel événement, mais encore une fois derrière va falloir l'aider, lui dire est-ce qu'il y a des événements, des forums pour l'emploi dans cette région-là sur lesquelles je pourrais m'investir ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment essayer, encore une fois, c'est toujours l'art du prompting, de la guider encore plus.
Mais oui, elle va pouvoir t'aider à te poser les bonnes questions. Et puis même, en fait, parfois aussi, ça, je trouve ça très malin, c'est de dire à l'IA, aide-moi à me poser les bonnes questions. Quelles sont les questions qu'il faut que je me pose? Qui est-ce que je dois rencontrer? Quelle chose je dois mettre en place? Tout ça, ça peut être mis en place. Et question qui te concerne directement, que je me pose sur la part et qui fait un peu fantasmer tout le monde, sur le tri des CV, est-ce que demain, dans les ATS, qui on le sait, hein, embarquent de plus en plus de techno, d'IA, etc., est-ce que moi, en tant que recruteur, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit, tiens, on avait, je sais plus, 250 candidatures, j'ai mis mes critères, j'ai mon annonce, est-ce que quand je vais appuyer sur le bouton, ça va me sortir mon top 3 des candidats et je vais aller me boire un café, je vais revenir, j'aurai les 3 CV qui vont apparaître automatiquement. Alors techniquement c'est possible, nous on le fait pas parce que il y a plein d'enjeux éthiques. Nous ce qu'on fait c'est effectivement de donner une adéquation entre le poste et le candidat avec un certain nombre de points verts, points rouges, entre guillemets points à creuser, points qu'on a vus sur le CV. Donc c'est donner des informations, comme je disais tout à l'heure, aux recruteurs pour savoir quoi faire pendant l'entretien. Mais c'est derrière aussi, c'est être aussi capable d'aller chercher, et ça, c'est la clé pour moi, c'est peut-être encore plus utile, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a une étude qui était sortie il n'y a pas longtemps là, qui disait que 44% des candidats embauchés étaient déjà dans ton vivier, mais que tu as été les chercher ailleurs. Le chiffre 44%, on peut le juger parce que c'est les entrées, etc. Mais ça veut dire quand même qu'il y a un sujet à ce niveau-là, de dire à l'IA, en fait, voilà mon annonce, va voir dans mon vivier, donc des gens qui ont déjà postulé chez moi, donc il y a un intérêt pour mon entreprise, qui m'ont déjà coûté de l'argent parce que je les ai trouvés sur un job board payant, parce que j'ai fait un forum, ça m'a coûté un déplacement, etc. Ils sont déjà là, je peux les relancer immédiatement. Est-ce que tu peux me les trouver? Ça, pour moi, c'est aussi une vraie clé. C'est avant même d'avoir des candidats qui mon top 3, comme tu disais, c'est de dire est-ce que j'ai pas des gens déjà dans l'outil? Et ça marche énormément pour notamment les métiers de niche. Parce que tu parlais de ton poste de marketing où tu mets le poste à 200 candidatures. Mais tu vois, je pense à un client chez nous qui cherche des bouchers, une grande surface. Ça, c'est très, très compliqué à trouver parce que, donc, en fait, pouvoir relancer sur des secteurs de niche ton vivier qui a des milliers, voire des millions de candidatures, ça peut être très, très, très utile. Sur la partie expérience candidat, on a beaucoup dit, l'IA va pouvoir modéliser des expériences en fonction des personas. C'est une réalité aujourd'hui ou c'est encore un fantasme? Est-ce que, voilà, je cherche un candidat avec tel profil pour tel métier. Tiens, aujourd'hui, j'ai plutôt un profil développeur à recruter. Est-ce que je peux lui proposer automatiquement une expérience candidat adaptée à un profil tech versus à côté, j'ai des métiers du market à qui je vais proposer un autre type d'expérience versus je recrute aussi un boucher parce que voilà, je m'appelle Métro et chez Métro, j'ai des techs, j'ai des bouchers, j'ai des gens en marketing et c'est pas du tout les mêmes profils. Ils vont pas travailler même dans les mêmes environnements. Est-ce qu'automatiquement, l'IA va me permettre de créer des environnements et des expériences candidats, des parcours sur mesure, de façon, je dirais, quasiment automatisée? Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Le premier niveau, c'est avant même de parler d'IA, c'est parler d'automatisation. Évidemment, d'avoir des étapes. Et les étapes pour recruter un boucher ne sont pas les mêmes que pour recruter un tech. Tu vois, ne serait-ce que il y en a un des deux qui doit parler anglais, l'autre qui doit avoir un entretien vidéo, etc. Donc ça, c'est évidemment des choses qu'on peut configurer. Et ensuite, oui, là, alors nous, chez Smart Recruiters, on arrive là-dessus, on lance ce mois-ci notre Winston Chat. Donc en fait, c'est pour proposer une expérience conversationnelle au candidat et que lui puisse directement poser des questions comme il ferait aujourd'hui sur une IA en disant, en fait, dans l'entreprise, qu'est-ce que vous faites pour, je sais pas moi, la diversité, qu'est-ce que vous faites sur le télétravail, et en fait, que lui, en fait, crée sa propre expérience et que ça aille chercher dans toutes les infos du site carrière, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a une étude, les chiffres sont, mais qui disaient qu'on a 8 secondes d'attention. Est-ce que c'est 8 secondes? Est-ce que c'est plus? Mais on sait qu'aujourd'hui, on est sur une génération avec TikTok, Instagram, on scrolle, etc. Ça passe très vite. Et donc maintenant, ton site carrière, il a beau avoir plein d'informations. Le candidat, il va peut-être pas aller chercher au bon endroit. Donc avoir cette expérience par IA qui dit, je pose des questions et ça me donne automatiquement des réponses, fait que ça te fait une expérience qui est complètement dédiée à toi
et qui, in fine, dans l'entonnoir, va finir par te trouver le poste qui te correspond et tu vas pouvoir postuler directement. Et là, effectivement, l'expérience, elle est en général cadrée parce que l'entreprise a dit je veux que ce soit, je veux qu'il fournisse son CV ou pas, je veux qu'il réponde à telle question et on finit par retrouver le processus standard. Mais oui, l'IA va pouvoir définir une expérience complète en fonction des besoins du candidat. Bon, je vois qu'on a déjà 44 minutes derrière nous, ça va vite. Petite question de conclusion à chacun. Étienne, est-ce que l'IA va créer plus de distance ou de proximité dans les rapports humains, selon toi, dans le recrutement? En fait, je vais faire une réponse de Normand. Oui et non, en fait. Ça va dépendre comment le recruteur s'en sert, en fait. Faut pas qu'on oublie que l'IA reste un outil. Et donc, en fait, tout dépend comment vous allez l'utiliser. Si vous venez mettre l'IA dans tout votre processus, qui fait tout à votre place, vous estimez que c'est l'IA qui va vous matcher tous les candidats, c'est l'IA qui va faire les messages automatiques aux candidats, c'est l'IA qui va filtrer les candidats, même le processus, on peut avoir un processus recrutement qui devient très inhumain et très inefficient si on décide de mettre de l'IA partout à tous les sujets. Si on se dit que l'IA est un outil qui peut venir enrichir des étapes du processus, qui peut me permettre, on parlait de l'expérience candidat, les emails personnalisés. Alors bien sûr, la rédaction peut s'améliorer, mais quand je gère 2000 candidatures, que j'ai un volume démentiel, entre rien faire et avoir des mails un peu plus personnalisés grâce à l'IA, c'est déjà une première étape dans mon rapport. Bien sûr, on pourrait être un puriste et dire oui, mais c'est pas assez personnalisé. C'est un premier niveau. C'est un premier niveau parce qu'il y a une contrainte de temps, il y a une contrainte de ressources, de moyens et autres. Donc moi, je crois beaucoup plus à la valeur de l'IA dans l'amélioration de l'expérience candidat, le retour des chatbots aussi, qui permettent de répondre aux questions du candidat, de lui donner des informations, de personnaliser le rapport, de l'enrichir, plus que dans l'apport sur les basiques du métier du recruteur qu'il doit maîtriser. Donc j'ai envie de te dire oui et non. Oui, si l'IA est utilisée à juste dose, aux bons endroits, avec une vraie valeur, un respect éthique, un respect de la RGPD et tous les éléments, ça peut apporter de la valeur. Si l'IA elle est mise en surdose, de manière incohérente et juste en pensant qu'on va gagner du temps, nous recruteurs, et donc mon seul enjeu, c'est moi de me simplifier le temps sur ce que je fais, je suis pas certain qu'on gagne de la valeur. Guilain? Étienne a fait une réponse de Normand, je vais faire la réponse de Breton, mais c'est globalement la même. Mais c'est clair que, en fait, pour moi, c'est toujours une vision. Pour moi, l'IA est un outil. Je vais faire l'image que je donne tout le temps, celle d'un couteau. Un couteau, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Tu la mets dans les mains d'un enfant de 5 ans ou dans les mains d'un chef cuisinier, t'as pas le même résultat. Donc c'est pareil, c'est derrière, quelle va être ta vision? Est-ce que tu mets l'IA en te disant, cool, je vais pouvoir supprimer toute mon équipe de recrutement et l'IA va tout faire tout seul? Ou est-ce que tu te dis, en fait, je vais la mettre au service de mon équipe recrutement, comme ça va leur libérer du temps et ils vont pouvoir finalement réhumaniser le processus de recrutement et être vraiment là où ils doivent être dans l'entretien. Pour moi, le recruteur de demain, c'est celui qui ira trouver ce qui n'est pas écrit dans le CV, qui ira vraiment chercher et faire finalement son métier de recruteur. Et oui, clairement, comme l'a dit Étienne, l'IA peut aider à faire des réponses, à garder le contact avec les candidats passés, tu vois, par des campagnes. Je fais un événement à tel endroit, j'ai pas le temps de créer un email, je demande à l'IA, je lui dis je fais un événement à tel endroit, crée-moi du texte. Donc tout ça, ça va permettre clairement de finalement, par ce côté artificiel, de rendre la relation et rendre la relation réelle parce que tu inviteras des gens, parce que tu garderas le contact et tu pourras réengager avec ces personnes. Donc derrière, c'est vraiment quelle est ta vision et comment tu te sers de l'IA. Ok, super. Bon, je conclus. Si tu es aujourd'hui un mauvais recruteur, l'IA va faire de toi un encore pire recruteur demain. Et si tu es un recruteur pas trop con, l'IA risque certainement de t'aider dans le futur. Elle peut même t'aider à devenir meilleur, même si tu n'es pas très bon. Merci à tous les deux. Merci Guilain, merci Étienne. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver en replay sur MyRH Line dès demain matin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Salut Christophe. Salut Salut, bonne journée.